Donc, merci de vous êtes inscrit à la rencontre. Le micro ne marche pas là. C'est un petit peu aléatoire, oui. Non, mais il s'arrête en fait. Le point, on voit, il est rouge, il n'est plus. Donc, je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je suis Madame Modolo, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui vous renvoie les messages pour les rencontres. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Johan Gansmer, qui est professeur de mathématiques à Toulouse, à l'Institut de mathématiques, et il enseigne à l'Université de Toulouse, qui va nous parler donc d'Euclide, du cinquième postulat, etc. C'est sa partie, je vais le laisser faire. Je vais vous distribuer, c'est la feuille d'émargement, donc pour ceux qui sont inscrits directement par leurs professeurs qui viennent avec leur classe entière. Vous n'avez pas besoin de la remplir. En revanche, ceux qui se sont inscrits tout seuls et qui ont marqué leur nom, vous pointez, vous signez en face. Je vous demanderai de respecter le silence, de bien écouter, et à la fin, il y aura un espace pour les questions. Bonjour à tous et à toutes. Là, typiquement, c'est le comportement qu'on ne veut pas. Merci. Donc, je suis effectivement enseignant-chercheur en mathématiques. C'est très embêtant. Vous m'entendez bien au fond, si je parle comme ça? Oui. Allez. Ça va, parce que je ne vais pas réussir à moduler la voix, sinon donc je vais parler assez fort pour que tout le monde m'entende. Donc, je disais, je suis effectivement enseignant-chercheur en mathématiques à l'Université de Toulouse. Donc, j'enseigne les maths et je fais de la recherche aussi en mathématiques dans un certain domaine de la géométrie. Et aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de mon domaine de recherche, mais de questions en fait qui m'ont donné envie, quand j'avais à peu près votre âge, de faire de la mathématique. C'était une époque, quand j'étais en seconde, je ne savais pas encore que ça pouvait être un métier, de faire de la recherche en maths. Ça est devenu depuis mon métier. Mais en tout cas, c'est le sujet par lequel je suis entré dans la mathématique, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à raconter cette histoire. Donc c'est un peu d'histoire des maths. On va commencer, je vais vous raconter une histoire qui démarre il y a à peu près 2500 ans, et qui court jusqu'à aujourd'hui, et qui démarre... Alors ça s'appelle la cinquième demande. J'aime bien ce titre, ça fait très un peu mystérieux de quoi il parle, tout ça. Bon, peut-être vous ne trouvez pas, mais j'ai l'impression que c'est l'effet que ça fait. Mais c'est une histoire qui a quelque chose de dramatique. C'est pour ça que cette première partie, je l'appelle celui par lequel le drame se noue. Et donc celui, c'est quelqu'un. Alors on ne sait pas trop en fait si c'est quelqu'un. Parce que ça se passe il y a 2500 ans. Ça se passe le long du Nil, en Égypte. Et donc c'est évidemment une époque qui est si lointaine que les retours historiques sont difficiles à obtenir. En tout cas, il y a quelque chose, quelqu'un, un groupe peut-être de personnes qui réfléchissent à la mathématique. J'ai envie de croire que c'est une personne, parce que c'est séduisant comme idée d'avoir comme ça quelqu'un qui, il y a 2500 ans, a une idée géniale que je vais vous expliquer maintenant. Donc, faisons ensemble cette pétition de principe qu'il y avait une personne qui était quelque part, qui vivait probablement le long du Nil, qui s'appelait Euclide, qui ressemblait à ça. Bon, je suppose que la barbe est née avec cette idée que tous les mathématiciens devaient être barbus. En fait, on ne sait rien du tout de ce monsieur. On pense qu'il a vécu quelque part dans cette région. On a des traces de lui dans les îles grecques aussi. Donc c'est vraiment, en fait, historiquement, on ne sait pas trop. Par contre, il nous a légué, et c'est ça qui est assez incroyable, il nous a légué un texte qui s'appelle Les Éléments. Donc déjà, c'est un nom qui est... Les éléments, ça impose, hein, le titre impose déjà une certaine forme d'autorité, qui est un texte de géométrie dans lequel Euclide a l'ambition de fonder la géométrie que vous pratiquez tous les jours. Hein. Vous allez voir que je ne vais pas aller tellement contre l'intuition que vous avez vous-même de la géométrie. Peut-être un peu, mais pas frontalement. Et en tout cas, l'ambition d'Euclide à l'époque était, disons, de fonder la géométrie sur des principes inattaquables.
C'était quelque chose dans l'air du temps, probablement. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul mathématicien ou mathématicienne qui pensait à ça à l'époque. C'était dans l'air du temps cette idée qu'il fallait fonder la géométrie sur des bases un peu solides, et là, d'ailleurs aussi, et l'arithmétique, et tous les domaines de la mathématique, parce qu'on risquait sinon de commencer à dire n'importe quoi et des bêtises. Et donc, les travaux d'Euclide, qu'il a réunis au sein de 13 livres, il y a 13 livres, on sait qu'il y a 13 livres de mathématiques. Tous ne nous sont pas parvenus. On sait qu'il y en a qui ont disparu dans l'histoire, dont on n'a jamais retrouvé de traces. On sait qu'il y en a 13 parce que dans l'introduction du premier livre, Euclide dit qu'il propose 13 volumes. Il ne faut pas imaginer que ces trucs qui font 1000 pages, hein, c'est des petits livrets. Le livre de géométrie n'est pas très long. Génial, mais pas très long. Et donc c'est de ce livret-là dont je vais vous parler. Et ce qui est assez impressionnant, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce livret nous est parvenu. C'est-à-dire qu'on a, à travers l'histoire de la mathématique, l'histoire des sciences, il y a probablement à une certaine époque ce qu'on appelait des moines copistes, qui ont reproduit ce volume à l'identique, de façon à ce que ce texte nous arrive jusqu'à aujourd'hui. Et il a été aussi également beaucoup étudié par les mathématiciens et les mathématiciennes qui viennent après Euclide. Et alors ici, je vous ai fait apparaître, alors vous ne le voyez pas pour l'instant, mais je vais grandir, la première page d'une édition des éléments d'Euclide, du premier livre qui parle donc de la géométrie, que vous appelez aussi d'ailleurs, qu'on appelle euclidienne, dont vous avez forcément entendu parler. C'est la première page, et vous voyez qu'il y a des... Alors, c'est écrit en vieux français, hein, on ne comprend pas très bien, je vais grandir. En dessous, il y a des petits textes. Les éditions des éléments d'Euclide étaient toujours commentées, c'est-à-dire qu'on publiait ça pas brutalement, parce que sinon, si vous allez voir, en fait, c'est incompréhensible. Donc il y avait toujours des commentaires faits par des mathématiciens et des mathématiciennes en général. Ici, en l'occurrence, le mathématicien qui commente, c'est Proclus. Bon, c'est une édition qui date, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, du XVe siècle, je pense. Et dans lequel, donc, il y a reproduit le texte d'Euclide, traduit du grec, et également commenté, pour qu'on essaie de comprendre ce que Euclide avait nous a raconté. Parce que vous allez voir, je vais vous donner un exemple, où on a envie de dire que Euclide se paye un peu notre tête, on ne comprend rien à ce qu'il veut dire. Bon. Mais en tout cas, ça démarre par cette page. Vous voyez, c'est écrit en vieux français. Le point, et ça démarre par la définition de l'objet le plus basique en maths. Le point, en géométrie en tout cas. Bon, la géométrie démarre avec le point. Et effectivement, quand on se pose la question de qu'est-ce que ça peut être un point, alors maintenant je vous ai montré une des bonnes réponses possibles, mais vous essayez de faire l'exercice sans avoir lu la définition d'Euclide, mais en fait c'est assez difficile à se dire qu'est-ce que c'est un point. Et à travers l'histoire, il y a des gens qui ont essayé de donner des définitions du point. Alors aujourd'hui, on a une définition moderne qui est beaucoup moins rigolote. Hein. Mais celle-ci, elle a un côté qui est quand même très impressionnant. Donc Euclide nous dit, le point, c'est ce qui n'a pas de partie. Et maintenant, quand on se dit ça, on dit, ah ouais, c'est vrai, si tu coupes un point en deux, c'est pas possible. Tu ne peux pas couper un point en deux. Donc ok, si tu ne peux pas couper un truc en deux, c'est que c'est un point. Et c'est ça qu'Euclide va utiliser comme définition. Ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est qu'il y a un côté très d'autorité intellectuelle. C'est-à-dire, j'imagine tout à fait, je suis Euclide, là il y a tous mes disciples, vous, qui êtes complètement en fascination devant ce que je suis en train de raconter, et je commence ma leçon par, en grec, imaginez, le point est ce qui n'a pas de partie. Voilà, c'est ça qui se passe. Tout le monde dit, oh. Et donc j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle a ce côté autorité intellectuelle. Tout le texte, tous les éléments d'Euclide sont écrits comme ça. Comme si Euclide ne faisait que énoncer des évidences. Inattaquables. Alors évidemment, vous verrez qu'il y a des trucs qui sont bizarres. Mais il y a cette impression-là. C'est pour ça que ce texte est très très impressionnant. Et c'est pour ça qu'il a survécu. Parce qu'il a ce côté autorité scientifique de l'époque. Déjà, à la deuxième définition, on commence à dire à Euclide, attends, tu tournes en rond mon pote. Il dit la ligne est une longueur sans largeur. Donc là, on a envie d'attaquer Euclide, on dit mais c'est quoi une longueur? C'est quoi une largeur? Et là, Euclide ne vous répondra pas, il vous dira non, c'est pas mon problème, c'est ça la définition, tu te débrouilles. Bon. Donc ça, c'est les premières pages. Donc le texte est construit comment? Il y a d'abord une multitude de définitions, et ensuite vont arriver des propositions dont je parlerai un tout petit peu après. Donc j'en parlerai après. Je voulais juste vous montrer qu'il faut relativiser cette idée. Là, j'ai l'impression de vous donner, de vous présenter Dieu vivant des mathématiques. C'est compliqué. Donc voilà la définition d'Euclide. Alors, pardon, oui. Bon, ça je peux passer. C'est pour juste vous montrer
le genre de travail qui a été fait historiquement sur ce texte pour montrer à quel point il était construit logiquement. Ici, vous avez un schéma qui décrit logiquement comment les propositions du texte d'Euclide sont organisées. Ce n'est pas tellement pour que vous reteniez, c'est pour vous dire qu'il y a une organisation. Donc déjà, à cette époque, il y a 2500 ans, Euclide avait le souci que ce qu'il raconte se tienne absolument logiquement. Donc il dit, la proposition 1, ça entraîne la 2, la 3, la 2 et la 3 entraînent la 4, et ça donne ce genre de schéma-là qui ont été produits après. Évidemment, Euclide ne décrit pas ça, il s'en fout, lui, il sait ce qu'il a raconté. Mais c'est les commentateurs, les gens qui ont étudié son texte 4 qui ont produit ce texte. Voilà, alors, donc tout ça donne cette impression d'une logique inattaquable, très 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 imposante. Et puis, donc au début du texte viennent les définitions, et vous le savez, en géométrie, après le point, il y a certes la ligne, mais il y a surtout la ligne droite. La droite, c'est presque le premier objet un peu primitif, après le point, qui fonde toute la géométrie. Si on ne peut pas dessiner de droite, on ne peut rien faire en géométrie. Et Euclide va nous donner ça comme définition de la ligne droite. Une ligne droite est celle qui est placée de manière égale par rapport aux points qui sont sur elle. Je ne comprends rien à cette définition. Je l'ai lu une fois, 2 fois, 10 fois. Là, j'ai très très envie de dire à Euclide, là tu te fiches vraiment de nous, parce qu'avec ça, je ne sais pas dessiner une droite. Et en fait, personne ne sait. Cette définition est restée, pour tous les commentateurs, un peu mystérieuse. Alors évidemment, il y a des commentateurs comme Proclus, dont je parlais, qui ont essayé de dire non, mais ce que veut dire Euclide, en fait, c'est... En fait, à un moment donné, il faut se dire, à l'époque, ils n'avaient quand même pas les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, techniques mathématiques, pour donner une définition formelle, inattaquable, et en fait pas très intéressante, finalement pas très drôle, de la ligne droite. J'aime beaucoup cette définition parce qu'en fait, elle est incompréhensible. Et en tout cas, si je vous donne ça comme définition, si je vous disais c'est ça la ligne droite quand vous étiez petit, et si on vous disait maintenant, vas-y, dessine une ligne droite. Je ne sais pas dessiner une ligne droite à partir de cette définition. Donc tout ça pour, disons, contrebalancer un peu mes premiers propos qui étaient de dire c'est un texte absolument génial, inattaquable, etc. C'est tout à fait attaquable. Ça, il y a des commentateurs sérieux de nos jours qui disent ça n'a aucun sens cette définition. Euclide a dû donner une définition parce qu'il avait besoin d'une définition pour dire j'ai défini, mais en fait il ne savait pas trop probablement de quoi il parlait. Il y a des gens comme Russell, par exemple, un mathématicien moderne pour lequel la logique n'est pas un vain mot, vous découvrirez peut-être ce mathématicien, qui disait à propos du texte d'Euclide, c'est pas du tout rigoureux. Voilà. Donc il faut un peu, je contrebalance un peu mes propres propos. Enfin voilà ce que c'est une ligne droite. Donc rien comme ça, il y a toute une liste de définitions dans le texte, et viennent ensuite des règles. Euclide, c'est ça, Euclide va lister un certain nombre de règles qui vont être des règles avec lesquelles on va être obligé de jouer. Ce sont des principes avec lesquels on va être obligé de jouer pour faire de la géométrie. Il va nous dire, si vous voulez faire de la géométrie sérieuse, vous devez respecter ça, ça, ça et ça et ça. Et ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est que ça c'est souvent, peut-être c'est un terme que vous avez entendu, si vous êtes intéressé un tout petit peu à la question, le mot axiome, c'est peut-être un mot que vous connaissez, le mot postulat, c'est peut-être un mot que vous connaissez. Et en fait, les commentateurs récents traduisent le texte en utilisant le mot demande. Et je trouve ça très joli, cette idée que ce que fait Euclide, c'est pas tellement qu'il nous impose des propriétés. Il nous dit, si vous voulez faire de la géométrie, je vous demande d'accepter ces 5 propriétés. Il y en a 5. Et je trouve ça assez joli de traduire ça par des demandes, parce qu'en gros, ça veut dire, mais si vous ne voulez pas, bah, vous allez faire autre chose. Vous êtes libre. Mais si vous voulez faire de la géométrie, je vous demande d'accepter ces propriétés. Alors, quelles sont-elles? Il y a la première qui dit qu'il soit possible de mener une ligne droite de tout point à tout point. Donc, étant donné la ligne droite, ce que dit Euclide, il dit si vous prenez 2 points dans l'espace, n'importe où, vous devez m'autoriser à dessiner une droite qui va de ce point-là à ce point-là. Bon, vous le savez, depuis que vous êtes tout petit et toute petite, eh ben, quand l'enseignant nous disait ben voilà, trace la droite qui passe par A et B, ça ne vous posait aucun problème. Euclide dit ok, ça ne pose aucun problème, mais il faut que ce soit, pour qu'on s'assure que ce soit possible. Donc je vous demande que ce soit toujours possible. Première demande. Ensuite, cette ligne droite, elle doit avoir cette propriété qu'on doit pouvoir la prolonger aussi loin qu'on veut. Ça, c'est une chose qui était pas forcément évidente quand vous étiez petit ou petite. Vous avez tous fait l'erreur, par exemple, je suppose, de dessiner 2 droites sur votre cahier, comme ça, et puis quand on vous pose la question, mais elle se coupe, ben non, elle ne se coupe pas. Et puis ensuite, on vous explique, ah oui, mais il faut que tu penses que les droites peuvent se prolonger continuellement et indéfiniment.
Donc elles vont se couper pas sur ton cahier, mais à l'extérieur. Et maintenant, si je vous dis ça, vous dites, bah oui, bien sûr, monsieur, elles se coupent. Ok, pas de problème. À une époque, je dis que ce n'était pas forcément évident pour votre cerveau d'enfant. Euclide, pareil, nous dit ça. Il nous dit, on peut prolonger les droites, s'il vous plaît. Je vous demande, pour pouvoir faire de la géométrie, de prolonger cette droite infiniment et continuellement. Troisième demande, qu'il soit possible de décrire un cercle de tout centre et de tout rayon. Ok. Euclide veut dessiner des cercles. A priori, il peut donner la définition d'un cercle. Je ne vous la fais pas apparaître parce qu'elle n'a aucun sens, mais pour lui c'est ça, et il veut pouvoir toujours les dessiner. Si je donne un point, un rayon, il veut pouvoir dire, bah, je peux dessiner, il est possible de dessiner ce cercle. La quatrième est encore plus bizarre. Euclide demande que tous les angles droits soient égaux entre eux. Ça, okay. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'angle droit, il le définit comme ça. Il dit, je prends deux droites qui se coupent, à un moment donné, elles vont former 4 angles égaux. L'angle en question, je vais l'appeler l'angle droit. Il se pourrait que si je fais l'expérience ici, et que je fais la même expérience là, il se pourrait, pour un hasard étrange, que les deux situations ne se superposent pas. Alors vous dites, bah non, c'est le même angle. Ok, c'est ce que dit Euclide. Il dit, c'est le même angle. S'il vous plaît, si vous dessinez deux droites comme ça ici, ou si vous dessinez deux droites comme ça là, vous obtenez deux situations qui se superposent parfaitement. C'est ce que demande Euclide. Ces 4 demandes-là n'ont fait l'objet d'aucun commentaire des mathématiciens et des mathématiciennes qui se sont intéressés aux éléments. Mais vient la cinquième. La cinquième demande. Euclide nous dit, alors elle est un peu plus sophistiquée, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Je vais la lire avec vous. Euclide demande que par un point en dehors d'une droite, donc ici, droite, vous allez imaginer que c'est la droite petit d que j'ai dessinée là, par un point en dehors d'une droite, qu'il soit possible de mener une unique, ça va être un mot important, une unique droite qui ne rencontre pas la première, donc le point à l'extérieur de cette droite, c'est petit a, une unique droite qui ne rencontre pas la première aussi loin qu'on la prolonge. Bon, alors là, il parle évidemment de ce qu'on appelle la droite parallèle. Et cet exposé aurait pu s'appeler l'histoire de la théorie des parallèles. Mais je préfère la cinquième. Donc il y a cette droite D là, il y a un point à l'extérieur, et il y a une seule manière de dessiner une droite parallèle qui passe par A, pardon, et qui soit parallèle à la droite B. Euclide nous dit il n'y a qu'une seule façon de le faire. Si tu dessines une autre droite qui passe par A, elle va être séquente, hein, ce qu'on appelle, c'était pas un mot qu'ils utilisaient à l'époque. Aujourd'hui on dirait, vous allez obtenir une droite séquente. Donc il n'y a qu'une seule parallèle. Euclide nous demande ça. Et déjà, au IVe siècle ou IIe siècle avant Jésus-Christ, quand les éléments ont commencé à diffuser à travers toute la Méditerranée et puis ensuite dans le monde entier, ah oui, petit au passage, les éléments d'Euclide, c'est le texte le plus édité après la Bible, dans l'histoire de l'édition. Plus que Harry Potter, machin, tout ça, c'est le texte le plus édité, après évidemment la Bible qui a été édité au-delà de toute mesure. Donc c'est un texte qui a vraiment été qui a diffusé à travers le monde. Et donc, les mathématiciens et les mathématiciennes sont tombés sur cette propriété-là. Et ils se sont dit, attends, là, tu t'énonces ça c'est des trivialités. En quelques mots, tu le dis, et là, d'un seul coup, ça devient sophistiqué. Ça, c'est pas une demande. Ça, on va pouvoir le démontrer. On ne va pas être obligé de l'accepter pour faire de la géométrie. On va pouvoir prouver, démontrer que ça c'est vrai. Démontrer que si on dessine une droite, que si on prend un point à l'extérieur, il n'y a qu'une seule droite possible qu'on peut dessiner, qui est parallèle, et que si on change de droite, on va obtenir une droite séquente. On va le démontrer, ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va démontrer qu'à partir de la première, deuxième, troisième et la quatrième demande, on peut démontrer la cinquième. Et donc, en fait, la cinquième demande ne sera plus qu'une demande, ce sera un théorème. Voilà, de la géométrie. Si on fait de la géométrie avec la première, deuxième, troisième, quatrième demande, que là, on ne cherche pas à démontrer, et bien en fait, on a automatiquement la cinquième propriété. C'est un théorème, pas une demande. Ils ont essayé. Alors, plein de mathématiciens ont essayé. Euclide lui-même a probablement essayé. On n'a pas de trace de ses travaux. Mais il y a des gens, d'autres noms que vous connaissez probablement dans cette liste, il y en a que vous ne connaissez pas, il y en a que je ne connais pas non plus. Aristote, par exemple, est quelqu'un qui a commenté en disant, essentiellement en disant, bah oui, évidemment, n'importe qui voit bien que si je fais une droite là, un point là, il n'y a qu'une droite, point, on passe à autre chose. Ce n'est pas une tentative de démonstration. C'est
une façon de dire c'est un résultat naturel qui ne nécessite pas de démonstration, on peut considérer ça comme un théorème, etc. C'était des commentaires un peu naïfs, mais Aristote a fait d'autres choses par ailleurs assez sophistiquées, mais en maths, bon, il n'avait pas le niveau de Euclide. Et puis il y en a d'autres. Alors dans cette liste, vous avez Proclus, dont je parlais déjà, qui a commenté, qui a tenté de prouver ce résultat-là, et puis ça ne donnait pas grand-chose. Il n'a pas publié grand-chose, il a fini par faire le même genre de commentaire. Voilà, c'est trivial, bien sûr que ça se démontre, c'est un théorème, on passe à autre chose, faisons des jeux. Boyle, c'est un mathématicien allemand beaucoup plus récent. Saccheri, c'est un mathématicien italien qui a tenté des trucs. Là, je fais une liste exprès, hein, c'est pour donner un effet. Évidemment, je ne vous demande pas de lire tous les noms qui sont. Mais tout ce monde-là, d'Alembert, un mathématicien français important de l'époque du siècle des Lumières, merci, je ne le retrouve plus. Gauss, un des plus grands génies des maths allemands. Je m'excuse d'avance, il n'y a aucun nom de femme dans cette liste. Je pourrais en parler des heures et des heures, mais elles ont leur place là. C'est juste que je n'ai pas la liste, parce que la liste s'est perdue dans l'histoire contemporaine. Mais il y a certainement des femmes qui ont contribué à ce travail. Ensuite, Lobachevsky, dont je vais reparler, un mathématicien dont je suis fan absolu, du 19e siècle. Lobachevsky, là vous le voyez au milieu. Bolzano, un autre mathématicien allemand. Bon, peut-être les gens en prépa connaissent le terme de Bolzano-Weierstrass, donc c'est le même. Poincaré, mathématicien top 5 de l'histoire, dont je pourrais reparler. Fourier, qui a fait les séries de Fourier, vous connaissez peut-être aussi. Tout ce petit monde-là, a essayé à un moment dans sa carrière de démontrer la cinquième demande à partir des 4 premières, ou de finir par commenter, ou de machin, ou de dire c'est trivial, etc. Ils ont tous écrit sur le sujet. Et il y en a d'autres, et il y en a d'autres, et il y en a d'autres. Et tous les mathématiciens et les mathématiciennes d'aujourd'hui jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que quelqu'un intervienne et dise attendez les gars, je vais vous expliquer ce qui se passe. Enfin, les gars, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous expliquer ce qui se passe, excusez-moi. Ils ont tous essayé de faire quelque chose sur ces résultats. Tous, de démontrer que ce n'était pas une demande, que c'était bien un théorème. Ok. Mais personne n'a réussi jusqu'à là. Personne. Jusqu'à ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc c'était dramatique en fait, parce que c'était un... Enfin, il y a des histoires, alors on ne sait jamais si c'est vrai, mais il y a des histoires, par exemple, d'un mathématicien français qui serait venu à l'Académie des sciences, qui pose son travail et qui dit mesdames et messieurs, alors messieurs évidemment, parce qu'il n'y avait pas de mesdames à l'époque, messieurs, je vais vous présenter la preuve de la cinquième demande d'Euclide. Il ouvre son truc, il commence à relire, et là on le voit qu'il commence à cogiter, tout ça, et puis referme son truc, et là il annonce il faut que j'y réfléchisse encore, et hop, il s'en va. C'est une histoire pleine d'histoires comme ça, de drames, de gens qui étaient sûrs d'avoir démontré la cinquième demande, et en fait ça s'effondre parce que l'argument est tournant. On utilise la cinquième demande pour démontrer la cinquième demande, ça ne va pas. Et il y a d'autres mathématiciens qui ont dit ah, attendez, c'est peut-être pas si grave. C'est peut-être pas si grave que la cinquième demande soit une vraie demande, parce que Euclide avait probablement compris. Hein, c'est vous dire à quel point on tape dans le génie du génie avant tout le monde. Lui, Euclide avait senti que... Donc il y a ceux qui dédramatisèrent le problème. D'abord, il y a... Alors, on revient à la cinquième demande. Dans la cinquième demande, il y a cette idée qu'il est possible de mener une unique. C'est ce mot-là qui est important. Il n'y a qu'une seule droite que vous pouvez dessiner comme ça. Une seule. Pas deux, pas trois. Il y en a une. Déjà, il y en a au moins une. C'est possible de bien se la positionner. Et il n'y en a pas d'autre. Donc c'est le mot une unique qui est vraiment fondamental dans cette demande. Et donc comment est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les techniques pour étudier qu'est-ce qui se passerait si cette demande n'était pas vraie? Alors ça c'est une technique que vous allez, ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Vous avez peut-être commencé, alors je ne sais pas, ça dépend du niveau où vous en êtes. Parmi vous, celles et ceux qui sont en classe préparatoire, c'est une technique qui est devenue standard. Celles qui sont en seconde, etc., au collège, c'est des choses que vous découvrez. Voilà. La technique consiste à dire qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas vrai. Si on arrive sur un truc à ce moment-là qui est complètement illogique, ok, on dit bon, bah, c'est bon, en fait ça ne peut pas être pas vrai. Okay. Et donc en fait il y a deux manières d'imaginer que ça serait pas vrai. Il y a une manière de dire, donc il y a deux négations possibles. Négation, ça veut dire imaginons que ce n'était pas vrai. Il y a deux manières d'imaginer que ce n'est pas vrai. Il y a la manière qui consiste à dire en fait il n'y a aucune parallèle. Imaginons qu'on fait de la géométrie où je fais une droite, je mets un point. Il n'y a aucune manière de dessiner une droite qui ne la rencontre jamais. Imaginons. J'ai le droit, hein, c'est les maths, je fais ce que je veux. Imaginons. C'est la première possibilité d'imaginer un monde dans lequel la cinquième demande ne serait pas. Et il y a une deuxième manière de faire, qui est, bah, en fait, il n'y en a pas qu'une. Il y en a une, mais en fait, j'en ai aussi d'autres. J'ai un peu de champ là.
Ça donne une autre manière d'imaginer un monde dans lequel la cinquième demande ne s'est pas vraie. Une façon, et donc une manière de montrer que cette cinquième demande en fait est un théorème, c'est de montrer que si on se place dans une de ces deux situations, on aboutit à un truc complètement illogique. Et c'est ce qu'à travers l'histoire, en fait, tous les mathématiciens et les mathématiciennes que je citais ont essayé de faire. Ils ont supposé par exemple qu'il n'y avait aucune parallèle, et puis ils ont mouliné pour essayer d'arriver à un truc absurde. Ça n'est jamais arrivé. De la même manière, il y en a d'autres qui ont dit, bon bah ok, on va imaginer qu'il y en a plusieurs, on mouline. Il n'y a aucune contradiction, aucune absurdité qui n'est jamais sortie de leur travail. Et donc c'est pour ça que c'est dramatique, parce qu'en gros, il y a des gens qui ont passé leur vie à travailler sur cette question-là, alors que, je vais vous expliquer pourquoi, ils n'avaient aucune chance. Et il y a deux mathématiciens, donc Lobachevsky et Riemann, qui ont dit, bon ok, c'est pas grave, il y a peut-être de la richesse derrière ça. Peut-être qu'en fait, on a le choix. On peut faire de la géométrie avec ce que Euclide nous dit. Peut-être qu'on peut faire aussi de la géométrie intéressante avec, il n'y a aucune parallèle. Peut-être on peut faire de la géométrie intéressante avec, il y a plusieurs parallèles. Et donc, il y a au moins, je parle de ces deux-là, mais il y en a d'autres, il y a au moins ces deux mathématiciens qui ont développé ces deux possibilités-là. Alors la première, donc c'est Riemann, le voilà. Je l'avais dit, la barbe, c'est un truc... Bon, lui, c'est pour de vrai, c'est une photo. Donc c'est un mathématicien plus récent, en 1845. Donc c'est pas une photo, ça s'appelle un daguerréotype, je sais pas quoi. Donc c'est lui a étudié qu'est-ce qui se passerait si on faisait de la géométrie où il n'y avait aucune parallèle. Donc en fait, une géométrie où le dessin ce serait ça. Vous prenez une droite D, vous mettez un point à l'extérieur, et vous pouvez dessiner toutes les droites que vous voulez, il y aura toujours un point d'intersection. Donc il a étudié ça, et il a dit, je suis désolé, moi, j'ai couvert des kilos de papier de calcul, je ne vois aucune contradiction. Et c'est devenu la géométrie de Riemann. Alors, évidemment, donc là, normalement, j'avais des trucs GeoGebra. J'ai pas de GeoGebra parce que ça marche pas. Donc je vais revenir à un mode que vous connaissez peut-être pas, qui est le tableau et un truc un peu ancien. Donc je vais vous faire des dessins en tableau. Donc vous pourriez me dire, oui, mais ok, t'es mignon, mais... Enfin bon, je ne vous diriez pas ça, mais... Certes, monsieur, moi, si je dessine une droite, un point, je peux la dessiner là, pareil. Mais l'effort que vous devez faire pour comprendre ce type de géométrie-là, c'est d'accepter que... Vous vous souvenez de la définition de la droite d'Euclide? En fait, ça peut être, honnêtement, avec une définition pareille, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. C'est pas forcément ça. Et donc avec Riemann, vous allez m'accompagner et faire cette expérience de... On va imaginer que les droites sont autre chose. D'abord, on va cesser de travailler dans un plan. On va travailler sur une sphère. Donc ça va être ça notre monde de géométrie. Et puis, il va falloir donc dire qu'est-ce que c'est cette ligne qui est répartiment également par rapport à ces points, que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est une droite ici? Et bien on va décider, ensemble, avec Riemann, qu'une droite, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un grand cercle. Parfois on appelle ça même une loxomodromie. Enfin, en tout cas, c'est la courbe que vous obtiendriez, c'est un cercle que vous obtiendriez en faisant l'intersection de cette sphère avec un plan qui passe par l'origine. Donc imaginez, ici vous avez l'origine, je dessine un plan qui passe par l'origine. Donc là maintenant, pas de GeoGebra, c'est là que ça se passe. On obtient un cercle. Je vais essayer de le dessiner tout comme ça. Voilà. Et je vais décider que c'est ça que j'appelle des droites. C'est bon, hein? Vous avez vu la définition de Euclide de la droite? J'ai le droit de décider que c'est une droite. J'appelle ça une droite. Et bien maintenant, d'abord, est-ce que cette droite satisfait certaines demandes d'Euclide? Alors ça satisfait la première demande. Souvenez-vous, la première demande, je ne vais pas la réafficher, vous avez de la mémoire, c'était par 2 points, je peux toujours faire passer une droite. Alors si vous faites un tout petit peu de géométrie, vous prenez 2 points n'importe où dans la sphère, ici et là. Vous prenez le plan qui passe par ces 2 points et par le point au milieu, et puis vous avez comme ça un cercle qui va passer par les 2 points. Donc je prends 2 points au hasard dans la sphère, j'ai toujours une droite, je vais l'appeler une droite maintenant, qui passe par ces 2 points. Et maintenant, on va regarder quid de la 5e demande. Je prends là, ça va être la droite D que j'ai dessinée qui apparaît encore là. C'est bien d'avoir 2 supports. La droite D, c'est elle là-bas. Je mets un point à l'extérieur ici.
Et maintenant, j'affirme que toutes les droites qui vont passer par A vont rencontrer D. Donc là, il faut faire un petit effort d'imagination. Vous prenez un plan qui passe par A, qui passe par l'origine. Vous coupez ce plan avec la sphère, ça va vous dessiner un nouveau grand cercle que maintenant on appelle une droite. Cette droite va toujours rencontrer la droite. Vous êtes obligé de faire, il y aura un point d'intersection là, et vous pouvez bouger votre plan comme vous voulez. Vous aurez toujours un point d'intersection. Alors ce qu'on appelle ici, on rentre dans une théorie très très moderne qu'on appelle la théorie des modèles, je n'en parlerai pas, mais cette façon de penser, en disant que maintenant le monde c'est une sphère, et les droites c'est des grands cercles, c'est un modèle de la géométrie de Riemann. Donc c'est pas complètement idiot. On peut faire de la géométrie de Riemann, et comment on en fait? On en fait sur la sphère en décidant que les droites c'est des grands cercles qui sont des intersections de plans avec l'origine. Et alors après, je peux regarder par exemple, est-ce que je dessine un triangle? Est-ce que la somme des angles d'un triangle vaut 180? La réponse est non. Alors ça sera un peu plus difficile à imaginer, mais je peux fabriquer des triangles qui ont 3 angles droits. Okay, imaginez la sphère est comme ça. J'ai ce grand cercle-là. J'ai ce grand cercle-là. Et ce grand cercle-là. Là, vous avez 3 points d'intersection. Vous avez un triangle. Les 3 angles sont droits. Donc la somme des angles des 3 angles, ça fait 270 degrés. Ça ne fait pas du tout 180 comme on vous l'a appris en géométrie euclidienne. Donc ça, voilà, c'est devenu la géométrie de Riemann. Et grâce à autre chose que je vais vous expliquer après, maintenant c'est tout à fait accepté. On fait de la géométrie de Riemann. Tout va bien, il n'y a pas de drame. Okay, c'est ça la géométrie de Riemann. Et dans la géométrie de Riemann, il n'y a pas de parallèle du tout. Voilà, ça c'est mon... Je suis fan. C'est mon BTS à moi, si vous voulez, je ne sais pas, je suis fan. C'est Lobachevsky, mathématicien russe du 19e siècle. Lui, il s'est concentré sur l'autre hypothèse. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si par contre, moi, je supposais que je vivais dans l'autre monde dans lequel il y a plein de parallèles. Alors, ce qui se passerait, donc ça c'est déjà des théorèmes. Donc là, vous allez accepter que je vais vous énoncer des résultats. Donc, Lobachevsky a fait cette hypothèse-là. Il en a parlé autour de lui. Tous les gens étaient d'accord pour dire que c'était bien et tout ça. Donc, Lobachevsky a fait l'hypothèse, il y a plein de parallèles. Alors, ce qui se passe, c'est que, encore, on va faire une petite expérience de pensée. Donc, j'ai ma droite ici, le point là. Là, disons que j'ai une parallèle, puis je tourne un peu, ça va continuer à être parallèle, parallèle. Et à un moment, on a envie de dire, bah, ça va rencontrer. Au bout d'un moment, si vous faites ça, vous êtes séquent. Là, vous êtes parallèle, là, vous êtes séquent. Il doit y avoir un moment où ça sépare les deux situations possibles. Et donc, Lobachevsky a introduit cette droite rouge là, qu'il a appelée, alors des fois qu'on appelle l'hyperparallèle. Lui, il disait la parallèle. C'est cette droite parallèle parfaite. C'est celle qui sépare la situation où vous allez rencontrer la droite de base et la situation où vous n'allez pas rencontrer la droite de base. Et donc, vous avez le dessin suivant, vous avez la droite D, le point à l'extérieur, et vous avez cette droite rouge qui est la parallèle parfaite, et si vous êtes au-dessus, vous allez dans le secteur des parallèles, c'est-à-dire que toutes les droites qui sont là, elles ne rencontreront pas la droite de base. Donc il y en aura bien une infinité. Parce que c'est ça la conséquence. Si vous dites plusieurs, en fait, c'est automatiquement une infinité. Donc ça, c'est un théorème. Donc là, vous avez une infinité de droites qui sont parallèles. Et puis, en dessous, vous avez toutes les droites séquentes. Bon, voilà. Et donc, Lobachevsky a travaillé, il a écrit un petit recueil de calculs, etc., etc. Il a travaillé avec cette hypothèse-là. Et pareil, il a fait plein de géométrie sympa, tout ça. Comme tout à l'heure, vous pourriez me dire, oui, bon, enfin là, vous ne me dites plus quand même. Vous ne me dites plus, ah mais t'es mignon, mais ouais, non, parce que vous avez vu l'exemple de Riemann. Et donc, dans la même situation ici, il y a un moyen de créer un modèle où les choses se passent comme Lobachevsky le décrit. C'est plus compliqué, je vais vous le faire au tableau aussi, il va falloir élever votre niveau d'imagination. Donc on va utiliser encore une surface. Mais ça ne va pas être une sphère. C'est un nom compliqué, mais c'est un peu pompeux. Ça s'appelle un hyperbolé d'Alina.
C'est une sphère qui ressemble à... C'est une surface qui ressemble à ça. C'est un genre de bol. Okay, mais il faut imaginer que ça s'étend à l'infini. Bon, alors là, les dessins vont devenir un peu plus costauds. Et puis, cette hyperbole a une origine que je vais mettre ici, et ça va être un point qui va jouer le même rôle que le centre de la sphère tout à l'heure. Okay. Alors maintenant, ce que je vais décider, c'est que ce que je vais appeler droite, toujours parce que, de toute façon, Euclide, il dit un truc que je ne comprends rien, donc je fais ce que je veux. Donc je vais décider qu'une droite, un peu comme dans le cas de la sphère, c'est l'intersection de cette hyperboloïde avec un plan qui passe par l'origine. Donc si je prends par exemple un point ici et un point qui serait de l'autre côté, si je fais l'intersection du plan, je vais obtenir une courbe qui ressemble à ça. Qui est en fait une hyperbole. Voilà, c'est une hyperbole pour ceux qui connaissent un peu de géométrie des coniques. Donc c'est une hyperbole. Et je vais décider que c'est ça qui s'appelle une droite. Eh bien, est-ce que ça satisfait par exemple la première demande? Donc à nouveau, petite expérience de pensée, vous prenez deux points n'importe où dans cette hyperbole. Ben, il y a un plan qui passe par ces deux points et par le point d'origine, puisque vous le savez, par trois points de l'espace, il y a toujours un plan qui passe. Je fais l'intersection de ce plan avec l'hyperbole, j'obtiens une courbe, donc j'ai une droite, puisque maintenant j'appelle ça une droite, qui passe par les deux points. Donc ça satisfait la première demande de... Mais ça ne satisfait pas du tout la cinquième demande. Ça va satisfaire la propriété qui est là au tableau. Imaginez par exemple, je prends un point A ici. Si je prends un point B qui est de l'autre côté, là, donc un point B qui est de l'autre côté, si je dessine, je refais le même exercice, je prends le plan qui passe par ces deux points et qui passe par l'origine, l'intersection, en fait, ça va être comme ça. Et en fait, ces deux droites n'ont aucune intersection. C'est des droites, hein, maintenant, on est d'accord? Je vois, on vous fout. Ces deux droites n'ont aucune intersection. Et si vous bougez un peu votre point ici, vous allez obtenir une famille, comme ça, toute une famille de droites qui n'ont aucune intersection avec la droite initiale, ici, qui sur l'écran s'appelle petit. Et si vous rapprochez un peu votre point comme ça, là, petit à petit, vous allez obtenir ça. Il va y avoir une droite très particulière qui va avoir la propriété que si vous la prolongez comme ça très loin, en fait, elles vont se rapprocher en permanence, mais elles ne vont jamais se rencontrer vraiment. Et à l'infini, si tant est que ça veut dire quelque chose, et en fait ça veut dire quelque chose, elles se toucheront. Et on sera en train de dessiner ce que Lobachevsky appelait son hyperparallèle, enfin non, lui il appelait la parallèle. Et donc ce modèle-là, c'est un modèle dans lequel tout se passe exactement comme Lobachevsky l'a décrit. Ok, donc c'est cool, on a un nouvel objet, une nouvelle géométrie. Et là-dessus aussi, vous pouvez faire des triangles. Par exemple, si je fais trois points comme ça, là, c'est vraiment super en fait que c'est pas marché. C'est beaucoup mieux comme ça. Si vous faites trois points comme ça, je vais dessiner le triangle qui passe par ces trois points. Donc on obtient une première courbe comme ça, une deuxième courbe comme ça, et une troisième courbe comme ça. Et donc ici, vous avez un triangle. Alors ce qu'on peut voir, là, ça ne saute pas aux yeux, mais on peut pareil faire l'exercice des angles. Regarde l'angle qui est là, l'angle qui est là, l'angle qui est là. Et là, si vous calculez la somme des angles, vous allez toujours obtenir un nombre plus petit que 180. Donc on est dans une situation qui est, quelque sorte, complètement opposée à la situation de la géométrie primale, dans laquelle les triangles, en fait, on pourrait vérifier, les triangles ont une somme des angles qui est toujours plus grande que 180. Quand vous faites de la géométrie euclidienne, ça vous le savez depuis que vous êtes tout petit et toute petite, la somme c'est pile 180. Et quand vous faites de la géométrie Lobachevsky, la somme c'est toujours plus petite. Et donc ces deux mathématiciens, et il y a d'autres après eux, ils ont développé ces géométries dans tous les sens, etc. Ils ont écrit des traités. Mais la question de savoir, bon, mais est-ce que la cinquième demande, c'est un théorème ou c'est une demande? Elle restait en suspens. Et plus personne ne s'intéressait à cette question-là parce qu'ils avaient bien vu qu'il y avait des mathématiciens qui s'étaient ouverts les veines parce que c'est impossible comme problème. Et est arrivé Henri Poincaré. Alors, je suis moins fan que Lobachevsky, mais c'est quand même dans le top 5. Donc c'est un mathématicien, lui, qui est un peu plus contemporain, début du XXe siècle, contemporain d'Einstein, dont je reparlerai juste après.
Et lui, Poincaré, il est arrivé. On se calme. Je sais démontrer que. Je sais démontrer. Alors, oui. Je cite, de Pondré et Guillemets. Je sais démontrer que la cinquième demande est impossible à démontrer à partir des 4 premiers. Donc, c'est un théorème qui dit qu'on ne peut pas démontrer quelque chose. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez rarement rencontré dans votre scolarité, sauf si vous êtes effectivement intéressé à ce type de questions. De manière moderne, on parle d'indécidabilité. Je ne ferai pas un cours sur l'indécidabilité, mais on pourrait citer son résultat en disant « la cinquième demande est indécidable ». Et donc ça, en fait, ça a mis fin au débat. La cinquième demande est indécidable, autrement dit, c'est vraiment une demande. Et donc, vous pouvez faire de la géométrie sans faire cette demande. Vous pouvez faire de la géométrie de Riemann, vous ne tomberez jamais sur une contradiction. Vous pouvez faire de la géométrie de Lobachevsky, vous ne tomberez jamais sur une contradiction. Et puis, bon, si vous voulez faire de la géométrie d'Euclide, faites de la géométrie d'Euclide. Et donc, alors, la preuve, et c'est un moment de l'histoire, la preuve. C'est la naissance de la théorie des modèles. C'est par cette preuve, en fait, que moi, je suis entré dans la... C'est en essayant de comprendre cette démonstration. Et ce qui est beau, c'est qu'elle n'est pas très compliquée, en fait. C'est ça qui est incroyable. Elle n'est pas très difficile, la démonstration. L'argument, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais l'argument est absolument splendide. Intéressez-vous un tout petit peu. Ça tient dans quelques pages Wikipédia. C'est brillantissime. Mais il fallait Poincaré, il fallait quelqu'un de la stature de Poincaré pour trouver ça, probablement. Et donc, ça a mis fin à la question de savoir, quelle est la bonne géométrie. Il n'y a pas de bonne géométrie. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez l'une des trois. Il y en a peut-être une qui vous servira mieux que l'autre, etc. Il n'y a pas de bonne géométrie. Pourquoi est-ce qu'on vous apprend la géométrie euclidienne d'abord? Parce que c'est celle... Alors, c'est pas tout à fait vrai. Dans l'histoire, par exemple de l'enseignement, mon père, à qui j'ai raconté un peu cette histoire, qui était allemand, lui, il a appris la géométrie de Lobachevsky quand il était petit. Donc deux droites parallèles se rencontraient à l'infini. C'est ça qu'on lui énonce. Donc aujourd'hui, dans l'école française, et en fait, maintenant à travers le monde, on enseigne d'abord la géométrie euclidienne parce que c'est celle qui est la plus sensitive, qui correspond à notre intuition. On a l'impression de pouvoir, si je dessine une droite, on a l'impression de pouvoir marcher à côté d'une seule façon sans jamais la rencontrer. Ok. Mais c'est parce que nos sens sont des choses qui sont infiniment inopérantes. Et j'y viens. Tout ça, ça pourrait être juste des arguties et des trucs pour faire plaisir aux mathématiciens et mathématiciens. En fait, pas du tout. Il y a celui qui perçut, à la même époque que Poincaré, la possibilité d'un univers. Donc celui-là, celui-là, vous le connaissez, il n'y a pas de problème. C'est sur les mugs, je ne sais pas quoi, il y a des t-shirts et tout. Donc c'est Albert Einstein, je ne le présente plus. En 1957, il énonce le grand principe de la relativité générale, et il dit en particulier, la lumière se déplace à une vitesse indépendante du référentiel, et elle choisit toujours le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B. Alors Proclus, vous vous souvenez, qui essayait de commenter les œuvres d'Euclide, avait évoqué, déjà il y a donc quelques siècles, l'idée que cette démonstration, cette définition absolument incompréhensible d'Euclide, de la droite, de la ligne droite, en fait, contenait déjà cette idée. Quand il voulait dire répartie également par rapport aux points qui sont sur elle, je comprends toujours pas ce que ça veut dire, Proclus avait dit, ça veut probablement dire que Euclide nous dit qu'une droite, c'est la ligne, la courbe qui minimise le chemin entre deux points. Ok, admettons. En tout cas, ce que dit ici Einstein, c'est que la lumière, elle a cette propriété-là. La lumière, elle se déplace entre deux points, et elle se déplace toujours en ligne droite, au sens où la droite serait la ligne qui va le plus rapidement du point A au point B. Mais ce que Albert a compris, c'est que la géométrie de l'univers n'est pas euclidienne. Donc la ligne droite de l'univers, dans l'univers, ce n'est pas des lignes droites au sens où nous on les dessine dans notre cahier. C'est des lignes droites probablement au sens de Riemann ou de Lobachevsky, voire des lignes droites bizarres. Ok. Ensuite, il a fait des théories mathématiques, tout ça a été bien soutenu, et un jour, le truc le plus incroyable, c'est qu'il a fait une expérience pour prouver ça. C'est peut-être une expérience dont vous avez déjà entendu parler, pour montrer que, en fait, les lignes droites qui empruntent la lumière ne sont pas des droites au sens où nous on l'entend, ce ne sont pas des droites euclidiennes. L'expérience qu'il a fait, alors, pourquoi ce n'est pas des lignes droites? Parce que, alors, un jour, vous ferez peut-être un peu de géométrie, de relativité générale dans votre vie, mais vous apprendrez que
dans l'espace, il y a des masses énormes, comme le Soleil par exemple, et ces masses déforment l'espace. Elles déforment l'espace au sens où, localement, l'espace ne devient plus un espace euclidien dans lequel les droites sont des bonnes vieilles droites. Einstein, il dit ça, hein. Il y en a qui disent n'importe quoi. Ok, faisons une expérience. L'expérience qu'il fait est la suivante. Il a besoin d'une masse énorme, qui serait tellement énorme qu'elle déforme l'espace autour d'elle. Près de nous, il n'y a qu'une seule masse énorme, c'est le Soleil. Le Soleil devrait être en mesure de... C'est une masse tellement gigantesque qui produit une gravité tellement forte que cette gravité déforme l'espace autour d'elle. Ok. Donc il faudrait regarder ce qui se passe pour les rayons de lumière au voisinage du Soleil. Le problème, c'est que si vous vous fixez un objectif et que vous essayez de capter 1 ou 2 photons en regardant le Soleil, vous allez vous cramer vos yeux et tout ça. Donc il faut une situation dans laquelle le Soleil soit là, mais où il émet presque aucune lumière sur Terre. Ah, ça arrive de temps en temps, pendant les éclipses. Donc Einstein dit, on va faire l'expérience suivante. On va attendre une éclipse. Derrière, très loin, dans la galaxie, derrière le Soleil, pile dans l'axe de l'éclipse de la Terre et du Soleil qui forme, il y a une étoile qui, elle, est lumineuse. Elle émet des rayons de lumière. Normalement, puisqu'elle est pile derrière le Soleil, on ne devrait pas pouvoir la percevoir. Parce que... Je suis en train de dire quoi? Oui, c'est ça. Enfin, pardon. Éclipse. Donc, vous avez Terre, Lune, Soleil, dans l'axe. Très loin derrière, il y a une étoile qui émet des rayons. Puisque tout ça est bien dans l'axe, en théorie, on ne devrait pas pouvoir avoir... si le rayon de lumière va vraiment tout droit, au sens où on l'entend nous, on ne devrait pas pouvoir voir l'étoile derrière. Et bien, on fait l'expérience, et ce qui se passe, en fait, c'est ça. Là, vous imaginez que, je ne l'ai pas dessiné, mais entre la Terre et le Soleil, vous avez la Lune, qui permet d'avoir ce phénomène d'éclipse. Très loin derrière, vous avez la position réelle de cette étoile, et le rayon lumineux, en fait, il ne va pas tout droit. Il y en a un qui part comme ça, et qui est à proximité du Soleil, et dévié, pas parce qu'il est attiré par le Soleil. Vous apprendrez que le photon ne subit pas la gravité. Mais il subit la gravité au sens où l'espace dans lequel il circule n'est plus un espace euclidien. C'est un espace un peu comme Lobachevsky ou comme Riemann, où les trucs sont courbés, en fait. Donc le rayon lumière, lui, il va tout droit, mais dans un espace déformé. Et finalement, il finit par taper la Terre. Et donc, au bord de l'halo solaire caché par la Lune, au bord, on détecte des photons émis par cette étoile. On voit en fait même d'ailleurs l'étoile elle-même située pile dans l'axe Terre, Lune, Soleil, qu'on ne devrait pas voir si la géométrie était exactement de la géométrie. Donc, quand je vous parle de ces géométries un peu alternatives, je ne suis pas en train de vous raconter des trucs juste de mathématiciens et des mathématiciens pour s'amuser. En fait, c'est la géométrie de notre espace. Et donc, il y a une question qui se pose finalement, c'est, ok, mais alors quelle est la forme globale de notre univers? Est-ce que c'est plutôt un plan? Donc, il y a des endroits où il y a des creux comme ça, au voisinage du Soleil, l'espace se déforme un peu comme ça. Alors, comme ça ne veut rien dire, mais l'espace se déforme. Mais est-ce que globalement, c'est plutôt un plan? Est-ce que c'est plutôt une sphère? Est-ce qu'on est plutôt dans la géométrie de Riemann? Est-ce que c'est plutôt une hyperbole? Est-ce qu'on est plutôt dans la géométrie de Lobachevsky? Et bien là, pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop. Mais on sait relier ça à des questions de... Alors là, je commence à mettre le pied dans un domaine qui n'est pas du tout mon domaine d'expertise, donc j'espère qu'il n'y a pas de physiciennes et de physiciens dans la salle, sinon ils vont me dire « Oh là là, tu dis n'importe quoi ». Mais grosso modo, ces questions sont liées à la densité globale de l'univers. C'est-à-dire, vous prenez une immense sphère, vous regardez son volume, vous regardez la masse qu'il y a dedans, vous faites le quotient, ça vous donne la densité de l'univers, et il y a une valeur critique pour laquelle, si cette densité est exactement égale à la densité en question, on est un univers plutôt plan. Si vous êtes au-dessus ou en dessous, là je ne sais même plus, on est plutôt un univers de type Riemann, et si vous êtes de l'autre côté, on est plutôt un univers de type Lobachevsky. Et ça a aussi encore des conséquences sur le futur, alors pas notre futur à nous, on n'aura pas le temps de le voir, mais peut-être vous avez entendu parler du Big Crunch par exemple, c'est le moment où l'univers va se recontracter dans 10 puissance 150 années, je sais pas quoi. Et ben ça c'est lié à, est-ce qu'il est plutôt de cette forme-là, de cette forme-là, de cette forme-là, etc. Donc c'est des mathématiques en fait qui étaient initialement développées juste pour répondre à une question qui a 2500 ans, savoir est-ce que la cinquième demande était un théorème ou pas. Maintenant vous savez que c'est une vraie demande. Et les branches
de mathématiques que ça a développé ont eu des impacts sur la physique fondamentale, et la relativité générale, en fait, ça a aussi des impacts sur la physique de tous les jours. L'exemple un peu tarte à la crème qu'on donne, c'est le GPS, qui ne fonctionnerait pas sans la relativité générale. Là, je vous remercie de votre attention.